Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant du classicisme français, évidemment, et préparez-vous à découvrir les subtilités de ce courant littéraire, ses auteurs emblématiques, mais surtout les règles qui régissent l'organisation des tragédies classiques, puisque ce sera notre angle d'attaque. Alors, le classicisme français, qui a dominé le XVIIe siècle, est un mouvement littéraire et artistique qui prône l'ordre, la clarté et la mesure. Inspiré par les œuvres de l'Antiquité, il cherche à atteindre la perfection esthétique par le respect de règles strictes. Parmi les grands noms de cette époque, nous retrouvons des auteurs tels que Corneille, Racine et évidemment Molière, dont les œuvres continuent de briller dans le panthéon de la littérature française, mais aussi dans la littérature mondiale. Pourtant, lorsqu'on parle de tragédie, on évoque seulement Corneille et en particulier Racine. Alors, il est important de noter que la cour française, sous le règne de Louis XIV, a joué un rôle crucial dans l'essor du classicisme. Le roi et sa cour étaient de fervents amateurs de théâtre, ce qui a favorisé la naissance et le développement de ce courant littéraire. Les auteurs trouvaient ainsi un public exigeant et passionné, prêt à soutenir et encourager les créations. Alors, passons maintenant à l'organisation d'une tragédie classique qui se divise en 5 actes bien distincts. Alors, notez que les actes se désignent par des chiffres romains et les scènes par des chiffres arabes. Alors, il vous suffira d'ouvrir un bouquin dans la prochaine librairie que vous allez visiter pour vous en rendre compte. Ce sera assez simple d'ailleurs. Commençons par la structure de la tragédie classique. L'exposition ou la scène d'exposition, c'est un peu comme le début d'une soirée où tout le monde se rencontre et se salue. Le spectateur y apprend qui sont les personnages principaux, quelle est l'intrigue et où cette histoire a lieu. Ensuite, il y a le nœud qui va se former. Les conflits commencent à apparaître et les tensions montent. Imaginez une discussion animée à table. Vous en avez sûrement déjà rencontré dans votre vie. Et tout cela va monter jusqu'au climax, le point culminant de l'intrigue où tout bascule. C'est le moment où vous êtes au bord de votre siège, les yeux rivés sur la scène. Évidemment, après le climax, il y a le dénouement. Le nœud doit se défaire et les conflits commencent à se résoudre, les tensions diminuent, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et il y aura la conclusion. Tout se termine, souvent de manière tragique, c'est-à-dire par la mort d'un ou plusieurs personnages. Mais il y a toujours une morale, il y a toujours une leçon à apprendre à partir d'une tragédie. Sachez pour votre culture générale que la pièce Bérénice de Racine est une tragédie sans mort. C'est une exception et les critiques peinent encore aujourd'hui à la considérer une tragédie. Certains nomment cette pièce d'ailleurs un poème lyrique. Bien, mis à part la structure, le classicisme impose également la règle des 3 unités, qui vise à maintenir la cohérence et la vraisemblance de l'intrigue. Il y a tout d'abord la règle de l'unité de temps. L'action doit se dérouler en une seule journée, 24 heures. Alors, pas de voyage dans le temps ici. Bon, blague à part. La philosophie de l'époque est simple. Il faut essayer de favoriser l'illusion du temps entre la durée de la fiction et celle de la représentation. Il y a aussi la règle de l'unité de lieu. L'action doit se dérouler en un seul lieu, pas de changement de décor à chaque scène. Et puis il y a celle de l'unité d'action. Une seule intrigue principale, sans sous-intrigues compliquées. On reste concentré sur l'essentiel. À côté de ces 3 règles, il y a encore d'autres obligations pour le dramaturge. Il y a tout d'abord les règles de la bienséance et de la vraisemblance qui sont essentielles pour le classicisme. Alors, soyons clairs. La bienséance interdit de montrer des actions choquantes ou immorales sur scène. Pas de scènes de violence explicite ou de comportements indécents. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué
la querelle du Cid. Mais je m'écarte. Retournons à nos principes. La vraisemblance, quant à elle, exige que l'intrigue soit crédible et réaliste. Pas de dragons ou de super-héros. Juste des personnages et des situations qui pourraient réellement exister. D'ailleurs, nous n'en avons pas parlé, mais les personnages que l'on a le droit d'exposer au cours d'une tragédie sont issus de l'aristocratie, soit de scènes bibliques et finalement de la mythologie gréco-romaine. Tout le lien aussi avec l'Antiquité. Un autre concept clé du théâtre classique est celui de la catharsis. Introduit par Aristote, ce terme désigne la purification des passions des spectateurs par le biais des émotions ressenties lors de la représentation théâtrale. Je sais que c'est compliqué, mais en d'autres termes, en vivant les tragédies, les spectateurs qui s'identifient peuvent libérer leurs propres émotions et atteindre une forme de soulagement. Alors si vous voulez, c'est un peu comme une séance de thérapie au cours de laquelle les spectateurs se purgent de leurs émotions. Pour illustrer ces principes, nous pouvons encore citer Nicolas Boileau, le grand théoricien du classicisme, qui disait, par exemple, « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Une autre citation pertinente de Boileau, que vous pouvez relier à ce que j'ai dit auparavant, c'est « Rien n'est beau que le vrai seul est aimable ». Ces maximes reflètent parfaitement l'esprit du classicisme, où la clarté et la vérité sont au cœur de l'esthétique littéraire. Voilà, chers auditeurs, un bref aperçu du classicisme français. J'espère que cette introduction vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur ce courant littéraire passionnant. Vous pourrez approfondir vos recherches sur Internet et souvenez-vous que même dans les tragédies les plus sombres, il y a toujours une leçon à tirer et parfois un petit sourire à esquisser. Alors à bientôt pour un nouvel épisode